C'est une occasion, cette année 2015, pour interroger la physique, la lumière en tant que phénomène physique, mais également l'esprit de la philosophie des Lumières, et de s'interroger sur la question de savoir à quelle distance nous nous situons par rapport à cet esprit. Est-ce que nous accordons encore de l'importance à l'entendement? Est-ce que nous sommes tolérants? Comment penser l'universel? Etc. Et il se trouve que le hasard de mes lectures m'a fait découvrir un texte que en fait, je connaissais mais je n'avais pas relu depuis longtemps, qui fait écho à tout ça, et qui me semble devoir être lu en préambule de mon propos. C'est un texte assez court, moins d'une page, qui a été écrit par Nietzsche dans son livre « Humain trop humain », dans un chapitre qu'il intitule « L'avenir de la science ». Je pense que les gens qui l'ont lu à l'époque où il l'a écrit ont dû penser qu'il était fou. Et en fait, il me semble que le texte décrit exactement la situation présente, notamment le rôle qu'on donne à la science et la forme de désintérêt qu'on manifeste à l'égard de ses résultats les plus importants. Je lis Nietzsche. La science donne beaucoup de satisfaction à celui qui y consacre son travail et ses recherches, mais elle en donne fort peu à celui qui en apprend les résultats. La science intéresse les chercheurs, pas tellement les étudiants. Mais comme toutes les vérités importantes de la science ne peuvent que devenir peu à peu banales et communes, nous nous habituons à elles, et ce peu de satisfaction qu'elle donne disparaît. C'est ainsi que nous avons depuis longtemps cessé de trouver le moindre plaisir à apprendre la table de multiplication, qui est pourtant si admirable. On pourrait dire la même chose de la table d'addition. Ceux qui ont inventé la table d'addition sont des génies, ce sont des gens qui ont compris qu'on pouvait ajouter les unes aux autres non seulement des choses, mais des chiffres. Et donc ils ont compris qu'on pouvait s'abstraire des choses pour penser l'arithmétique, ce qui est un prodige intellectuel dont on trouve guère d'écho dans la façon d'apprendre ces tables de multiplication ou d'addition. C'est ainsi que nous avons depuis longtemps cessé de trouver le moindre plaisir à apprendre. Ah non, je viens de le lire. Si donc la science donne de moins en moins de plaisir par elle-même, et si elle en ôte toujours davantage en jetant la suspicion sur la métaphysique, la religion et l'art qui, eux, consolent, voilà appauvrie cette source de plaisir, de toute la plus grande, à laquelle les hommes doivent à peu près toute leur humanité. Aussi, une civilisation supérieure devra-t-elle donner un double cerveau à l'homme, quelque chose comme deux compartiments cérébraux, l'un pour être sensible à la science, l'autre pour être sensible à ce qui n'est pas la science. Ces deux compartiments devront être juxtaposés, sans empiètement, séparés, étanches. C'est là ce qu'exige la santé. La source d'énergie se trouvera dans l'une des sphères. Dans l'autre se trouvera le régulateur de cette énergie. Il faudra se chauffer aux illusions, aux idées bornées, aux passions, et se servir de la science clairvoyante pour prévenir les suites malignes et dangereuses d'une chauffe trop poussée. Si l'on ne satisfait pas à cette condition de civilisation supérieure, on peut prédire presque à coup sûr le cours que va prendre l'évolution humaine. Le goût du vrai va disparaître au fur et à mesure qu'il garantira moins de plaisir. L'illusion, l'erreur, la chimère vont reconquérir pas à pas, parce qu'ils s'y attachent du plaisir, le terrain qu'elles tenaient d'autrefois. La ruine des sciences, la rechute dans la barbarie en seront la conséquence immédiate. L'humanité devra se remettre à tisser sa toile après l'avoir, telle Pénélope, défaite pendant la nuit. Mais qui nous garantira qu'elle en retrouvera toujours la force? Fin de citation. Voilà. Si j'ai lu ce texte, c'est parce que je pense qu'en effet, l'attention collective que nous portons à certains résultats scientifiques est bien faible. Le boson de Higgs dont je vais parler a été découvert le 4 juillet, enfin l'annonce a été faite le 4 juillet 2012, et ça ne nous a intéressé que moins de 24 heures, puisque dès le lendemain, l'affaire Strauss-Kahn reprenait ses droits. Donc, alors que d'autres événements peuvent nous tenir en haleine pendant des jours et des jours, on le sait bien. Donc il faut interroger cette forme d'indifférence, se demander à quoi elle renvoie, ce qu'elle dit de notre rapport à ce qui a été la modernité, cette période où la science a joué dans la formation des esprits un rôle très important. Alors, si je dis cela, c'est non pas parce que je pense qu'il faut apprendre la physique, c'est parce que la physique
produit des résultats de façon assez régulière, qui peuvent être des résultats théoriques ou des résultats expérimentaux, qui correspondent à ce que Merleau-Ponty, un philosophe qui enseignait au Collège de France, je parle de Maurice Merleau-Ponty, la physique fait des découvertes philosophiques négatives. Et c'est une expression qui veut dire non pas que la physique pourrait coloniser la philosophie, ou la contester, ou la remplacer même, mais que, à propos de certaines questions philosophiques bien particulières, elle vient apporter des réponses qui éclairent, contraignent parfois, l'ensemble des réponses philosophiques qu'on peut apporter à des questions philosophiques. Par exemple, les Grecs et puis les Latins ont pensé l'atome, ils ont imaginé l'atome, lui ont attribué toutes sortes de propriétés, comme le fait d'être insécable, qui a donné son nom à l'atome, le fait d'être immortel, le fait d'avoir une forme, d'avoir une trajectoire bien définie, etc. Et 2500 ans plus tard, nous avons découvert expérimentalement l'atome. À la suite des travaux d'Einstein, et des travaux théoriques et des travaux expérimentaux de Jean Perrin. Donc nous avons découvert l'atome, et très souvent dans les livres, on loue l'intuition géniale des précurseurs, ces présocratiques atomistes qui avaient envisagé l'existence d'une telle chose. Mais ce qu'on oublie en général de dire, c'est que l'atome qu'on a découvert n'a rien à voir avec l'atome qui avait été pensé. Il n'a même aucune propriété commune. D'abord, il n'est pas insécable, donc il ne mérite même pas son appellation. Et puis, il n'a aucune des propriétés que les Grecs lui avaient attribuées, ce qui veut dire que l'atome que nous avons découvert n'avait été préalablement pensé par personne. Et donc, au lieu de dire qu'il y a eu une intuition de l'idée d'atome il y a très longtemps, sans doute cette intuition a-t-elle eu un rôle dans la façon dont les sciences se sont pensées et ont avancé, mais l'atome que nous avons découvert était autre chose que l'objet que certains physiciens persistaient à changer. Il y a eu une surprise, qui d'ailleurs a enclenché, quelques années plus tard, la naissance d'une nouvelle physique, qui est la physique quantique, pour justement comprendre pourquoi l'atome était si différent de ce que les lois classiques permettaient d'envisager. Et donc là, il y a une découverte philosophique négative qui aboutit à dire de façon certaine que l'atome des Grecs n'existe pas. N'existe pas même quand on regarde les constituants de l'atome, c'est-à-dire des particules qu'on appelle élémentaires, qui elles pourraient jouer le candidat d'atome puisqu'elles sont insécables, enfin, pour autant qu'on le sache, mais même ces particules-là ne sont pas décrites par des entités mathématiques qui font écho aux représentations que les Grecs se faisaient.